Bonjour à tous, bienvenue dans Brand Experience. C'est l'émission qui est dédiée à l'actualité des marques qui créent des expériences remarquables. Toujours avec notre experte Marie Mallet. Bonjour. Bonjour Alexandre. Fondatrice de l'agence Move pour son expertise en design d'expérience de marque. Alors Marie, c'est la deuxième partie justement sur les leviers pour maintenir l'attractivité des marques dans le luxe qui souffre un peu. Vous pourrez le découvrir dans la première partie de ce Brand Experience qui est dispo sur notre plateforme ou dans laquelle on a analysé justement la façon de réaffirmer leurs valeurs et de se diversifier. Là, Marie, dans cette deuxième partie, on va évoquer avec notre invité la relation client qui doit être encore plus personnalisée, plus forte, notamment en boutique. Et c'est avec Axel Petre. Bonjour Axel. Bonjour Alexandre, bonjour Marie. Merci d'être sur notre plateau. Vous êtes CEO de RMS et vous êtes des professionnels du luxe, de la mode et du retail. Donc c'est parfait parce que vous accompagnez les entreprises dans ces secteurs, aussi bien dans leur transformation, mais aussi dans le conseil, dans le recrutement et dans la formation. C'est exactement ça. Parfait, donc on va avoir une très belle analyse avec vous du sujet qu'on a développé dans la première partie avec Marie. Et justement, vous avez suivi la première partie de cette émission. Le marché du luxe, aujourd'hui, il est en baisse. Pour vous, en tant que professionnel, quelles sont les raisons ? Alors, je rejoins Marie sur les raisons évoquées. Il y a un sujet très clair macroéconomique, les Chinois qu'on incite à épargner, les conflits au Moyen-Orient, les élections américaines, etc. La hausse des prix, vous l'évoquiez aussi Marie, une lassitude du luxe que vous évoquiez également et peut-être une dissolution de certains ADN, à l'exception d'Hermès. C'était aussi le sujet qui s'en sort très bien. Ce que je rajouterais peut-être, c'est qu'aujourd'hui, on recherche davantage l'épanouissement que l'accès à la propriété. Le Covid a changé pas mal de choses. On s'est aperçu que consommer moins, c'est-à-dire acheter moins de produits, ne rendait pas forcément moins heureux. Et donc, autant on observe une décroissance dans les produits de luxe, mais une forte croissance dans les services de luxe. D'accord, donc ce dont parlait Marie, des spas, des restaurants, des voyages. Exactement. C'est pour ça que les marques de luxe iraient dans cette niche-là. Tout à fait. Ok. Alors, pour répondre justement à ces nouvelles offres que propose le marché du luxe, est-ce que vous avez fait évoluer les propositions que vous adressiez justement à ces marques de luxe ? Alors c'est une très bonne question, absolument. Il y a quelques mois, nous avons fait un partenariat avec l'école hôtelière de Lausanne, dont je suis alumni, pour co-concevoir des formations sur comment insuffler davantage de services en boutique, comment faire vivre des expériences waouh au VVIC, puisqu'on sait aujourd'hui que les Very Important Customers, qui représentent à peu près 20% des clients, génèrent 80% de chiffre d'affaires. Donc comment leur faire vivre une expérience digne d'un palace ? Et enfin, comment aligner l'expérience en boutique avec l'expérience des call centers ? Alors on l'a beaucoup fait avec l'e-commerce et l'omnicanalité. Maintenant, on s'intéresse au call center. Donc, on travaille beaucoup sur ce que l'hospitality peut apporter au retail. Sachant que l'inverse est vrai aussi, mais c'est moins mon sujet aujourd'hui. Sachant que pour les call centers, il y a de l'inshore, mais il y a de l'offshore aussi. Tout à fait. Double mission. Alors, en termes du métier de vendeur dont on parlait tout à l'heure, vendeur en boutique, c'est quoi les nouvelles missions, justement, qui sont données à ces vendeurs ? Qu'est-ce qu'on essaye de leur faire travailler, de leur apprendre, de les former ? On les forme sur quoi, finalement, aujourd'hui ? Alors, c'est une très bonne question. Il y a quelques années, on a observé un shift où le vendeur n'est plus product-centric ni process-centric, mais devient vraiment customer-centric. Et là, la nouveauté, c'est qu'on leur demande de faire plein de choses. Une extrême polyvalence, à la fois sur les sujets omnicanaux, savoir transformer le click and collect, savoir vendre avec une tablette, à la fois sur la RSE, être de vrais ambassadeurs des stratégies RSE en boutique, tout en évitant le greenwashing et le social washing. Et donc, on leur demande beaucoup d'agilité. Et ce qu'on leur demande en particulier, c'est d'être eux-mêmes. D'être authentique, parce que c'est ça qui va leur permettre de créer une vraie relation avec le client. Et tout à l'heure, vous me demandiez comment est-ce que mon métier évolue. Je vous ai répondu sur la partie formation. Là, je vais vous répondre sur la partie recrutement. Avant, on recrutait des profils en fonction de leurs expériences, des entreprises desquelles ils sortaient, des compétences co-projetées. Aujourd'hui, c'est de moins en moins vrai. On recrute aux soft skills. Quelles sont les qualités de cette personne ? Ces drivers, parce que c'est ce qui compte le plus finalement. Le sourire, l'interaction avec l'autre. Exactement, la capacité à s'adapter, à être proactif et que ça soit surtout cohérent avec les valeurs et l'ADN de la maison. Parce que finalement, on vient de le voir, on leur demande beaucoup de choses quand même. Exactement, sans forcément revaloriser la fiche de poste ni leur rémunération. Donc c'est là que ça coince un peu. C'est ça. Alors, on a parlé aussi de personnalisation encore plus poussée.
Quel rôle ils jouent pour personnaliser encore plus l'expérience en boutique et quels outils on leur donne pour pouvoir créer un lien émotionnel plus fort et pouvoir fidéliser. S'ils n'ont pas forcément l'expérience d'autres boutiques et s'ils sont recrutés sur leurs soft skills, comment est-ce qu'on les dote pour qu'ils puissent réussir ce challenge? Alors c'est un vrai sujet aussi. On s'est aperçu pendant le Covid de l'importance de fidéliser la clientèle locale. Et donc on forme beaucoup les vendeurs sur la fidélisation. Et pour ça, ils sont aidés par des outils d'IA qui collectent les données, qui exploitent les données et qui vont leur dire, voilà, tu peux contacter tel client pour tel motif, via tel canal, à tel moment, en lui passant tel message, avec tel ton. Et donc ça les aide à créer des messages de communication qui soient personnalisés quand le client n'est plus en boutique grâce au clienteling. Quand le client est en boutique, c'est quelque chose de différent. En termes d'expérience client, ce qu'on remarque, c'est vraiment une polarisation. Certaines maisons vont travailler tout ce qui est entertainment, et tu l'as très bien expliqué dans le premier épisode, et je pourrais rajouter l'exemple de Margiela avec son pop-up store à Madrid, ou le Bon Marché qui intègre le cirque dans son concept. Et d'autres qui travaillent l'ultra clarté et l'ultra expertise. C'est-à-dire avoir une offre extrêmement lisible. Par exemple, Louis Vuitton qui met à disposition de ses clients des gift guides. Je veux faire un cadeau, voici plusieurs thématiques. Le voyage, le mariage, etc. Donc, ce qu'on demande, les vendeurs ont toutes des datas pour pouvoir préparer les visites de leurs clients fidèles. Et ensuite, on leur demande d'être eux-mêmes pour pouvoir divertir leurs clients et leur apporter toutes les informations dont ils ont besoin. Donc, c'est effectivement d'avoir une data très développée pour mieux connaître son client afin de le servir le mieux possible. Oui, et surtout, une fois qu'on le connaît, que faire de ces datas? Comment personnaliser l'argumentaire? Alors aujourd'hui, c'est très très vrai sur le online, puisque en temps réel, les chatbots, l'IA peut nous donner des idées pour répondre aux clients. En boutique, on ne le voit pas encore, mais ça devrait arriver. D'accord. Donc ça, on est sur la relation en retail, en magasin. Oui. Ils gardent, j'imagine, des contacts en dehors de ce contexte, et par quel canot? Tout à fait. Alors, c'est le clienteling, la capacité à contacter le client après sa visite en boutique pour maintenir un lien avec lui et lui donner envie de revenir. Donc, on a des apps qui sont très bien, comme ChapsVision, BSPK, Tulip. Voilà les outils aujourd'hui. Et même par WhatsApp aussi, ça m'est arrivé de recevoir... Tout à fait. Alors en fait, les outils de clienteling vont permettre de faire en sorte que le conseiller de vente contacte son vendeur au bon moment par WhatsApp. Il va lui dire, tiens, c'est son anniversaire, ou tiens, il avait acheté telle tenue pour un mariage, tu devrais lui demander comment ça s'est passé, c'était la semaine dernière. Et là, le vendeur va prendre soit son WhatsApp, soit autre chose en fonction des préférences du client pour le contacter. D'accord. Est-ce qu'on sait que la complexité pour les marques, c'est d'avoir une certaine fluidité justement entre ces différents canaux, qu'il y ait une tonalité qui soit la même, qu'il y ait des attentions qui soient les mêmes et que ce soit vraiment customer-centric. Est-ce que vous avez un exemple de marque, Axel, qui assure vraiment bien dans ce domaine? C'est très compliqué à dire. Ça dépend de beaucoup de choses, ça dépend de l'étape de maturité de la marque sur ce sujet, de la priorisation qu'en a fait le top management, du relais qu'en font les managers de proximité. Est-ce que toutes les nouvelles personnes intégrées sont formées? On sait qu'il y a beaucoup de turnover dans le retail. C'est compliqué de répondre. Donc il y a beaucoup d'exemples, en fait, vous me diriez. Oui, qui sont valables sur des canaux. Pour vous, avec la 2025, c'est demain, les principaux défis que vont rencontrer ces marques de luxe, avec cette instabilité, Marie en parlait, aussi bien économique, géopolitique, elles en sont conscientes, elles en souffrent. Oui. C'est quoi les défis de demain? Alors, vous l'avez très bien dit, lassitude avec environ 30% d'augmentation des prix. Donc, faire attention à cette lassitude. Et pour moi, elles ont deux gros défis. Conserver leurs clients, et notamment leurs clients locaux. Et on voit que quand un grand vendeur quitte une maison de luxe A pour aller dans une maison de luxe B, il emmène ses clients avec lui, qui en général sont les VIC, donc danger. Et le deuxième gros défi, au-delà de garder ses clients, c'est de garder ses équipes. Donc, que mettre en place en termes de RH pour les projeter plus longtemps dans l'entreprise? C'est effectivement, vous aviez un point chiffre là-dessus, Marie. 68%. C'est le nombre, c'est le pourcentage de clients qui sont embarqués par un vendeur qui passe d'une marque A à une marque B. C'est dingue. C'est hyper important. Voilà, de garder ses équipes en fait. Exactement. Et une question qui me vient là, c'est est-ce que finalement trop de luxe ne tue pas le luxe, dans le sens où il est devenu beaucoup plus accessible, pas pour tout, mais pour une batterie de produits à tout à chacun, et que finalement
celui qui avait la chance et les moyens de pouvoir acheter du luxe se dit finalement tout le monde a la marque sur le t-shirt, la ceinture, le sac, etc. Donc ça joue pas contre son camp, ça? Alors c'est une bonne question aussi. On s'aperçoit que le quiet luxury est de plus en plus présent, c'est-à-dire qu'on va avoir moins tendance, en tout cas les personnes qui sont attachées à l'ancien luxe vont avoir moins tendance à mettre en avant des logos. Moi, à titre personnel, et je crois que je ne suis pas la seule, je pense qu'aujourd'hui, le vrai luxe n'est pas tellement de pouvoir faire son shopping avenue Montaigne, mais d'avoir du temps. C'est vrai, vous avez bien raison. Merci beaucoup, Axel. Marie, on a vu dans ces 2 épisodes comment les marques de luxe pouvaient essayer de tirer leur épingle du jeu face aux difficultés qu'elles rencontraient. Mais finalement, comment on peut mettre en perspective ces éléments sur des marques plus mainstream? Alors, il y a beaucoup d'inspiration à en tirer. Bon, je pense notamment à renforcer ses valeurs, renforcer son savoir-faire, en tout cas le communiquer. Pour des marques comme le groupe Holder qui a les boulangeries Paul, ça veut dire marquer un peu plus d'esprit, montrer les dessous de la fabrication. Pour Interflora aussi, c'est montrer les expertises de ses équipes, par exemple, comment sont trouvées les fleurs, quelles sont la traçabilité des produits, par exemple. C'est montrer un peu plus d'attention, en fait, de personnalisation dans le bouquet qu'on va faire, ou en tout cas comment on va l'emballer. C'est communiquer, en fait, plus fortement les secrets de son savoir-faire. Ça donne une image plus authentique, en fait, plus sincère. Ouais. Et du coup, ça donne plus envie de s'attacher à la marque, ça crée plus d'engagement. Dans l'univers de l'hôtellerie, par exemple, si on prend la marque Pierre et Vacances, sans vouloir la citer, mais ça fait partie du club, c'est un annonceur qui fait partie du club Agora. Ce qui pourrait être intéressant, c'est pour cette marque qui propose aujourd'hui de l'hébergement, oui. Qu'elle aille un petit peu au-delà de l'expérience d'hébergement qu'elle peut proposer, en ajoutant des expériences complémentaires quand on vient chercher de l'hébergement. Des sorties, des excursions, des billets de train, par exemple, ouais. Caler des accords qui permettent d'avoir une expérience vraiment sans couture du départ à la maison jusqu'au retour à la maison à la fin des vacances. Voilà. En tout cas, ce qu'on remarque, c'est que c'est bien au-delà d'un produit aujourd'hui. C'est vraiment l'expérience qui prime. Et je pense que le nerf de la guerre, c'est vraiment trouver à marquer les esprits par une expérience de marque singulière, une expérience de marque remarquable. C'est ce qui permet de l'engagement. Et puis, garder un œil sur le luxe, qui est finalement très inspirant, même pour les marques du quotidien, les marques plus mainstream. Axel, finalement, pour conclure, est-ce que les 2 maîtres mots, mais je me trompe peut-être, pour les marques de luxe, ce serait audace, tout en conservant de l'authenticité? Est-ce qu'il y a d'autres choses dans le cocktail magique pour rebondir? Je dirais aussi être aligné. Garder vraiment son ADN et le communiquer de manière cohérente de toutes les manières possibles. Très beau mot de la fin, Marie. Merci Alexandre. Merci à vous. Merci Alexandre, merci Marie. Merci à vous de nous avoir suivis. On était ravis de passer ce moment luxueux tous ensemble. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Borne Expérience. En attendant, prenez soin de vous. Ciao.